Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Votre Santé, Votre Alimentation. Aujourd'hui, vous l'avez sans doute vu en titre de cette vidéo, j'ai le grand honneur de recevoir le professeur Didier Raoult. Avant d'entrer dans cet échange, chers amis, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne manquer aucun des entretiens que nous publions chaque vendredi à 17 h. Par ailleurs, si vous cliquez sur le bouton rejoindre, vous accéderez à des entretiens exclusifs avec des scientifiques, des médecins de renommée mondiale et que nous réservons à nos abonnés. Vous y découvrirez des astuces de santé et des vérités parfois dérangeantes, donc chaque vendredi également à 17 h. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Nous souhaitons aujourd'hui vous parler, vous interroger sur votre spécialité presque initiale, parce que vous êtes très connu en France pour vos positions durant le Covid. C'est ce qui vous a rendu médiatique, avec certains, un prix à payer parfois très lourd, mais vous êtes spécialiste, je le disais, en infectiologie, et notamment dans un domaine qui est celui du foie et de la stéatose hépatique. Alors d'abord, je rectifie, je simplifie les choses, je n'ai pas eu de position sur le Covid, j'ai soigné des gens, ce qui n'a rien à voir. Donc j'ai eu une expérience unique au monde, traité 30 000 personnes dans un institut que j'ai créé, qui est probablement le plus bel institut d'Europe de maladies infectieuses, et je n'ai parlé que d'expérience. Les autres ont des opinions, c'est-à-dire une chose qui est complexe. Parce que les gens disent, moi j'ai entendu ci, moi j'ai entendu ça. Moi je n'ai parlé que de choses que j'observais, parce que c'est ma nature, je suis un observateur. Voilà. Concernant le foie gras, c'est une espèce de complexité dans mon rapport avec les pathologies du foie, avec le fait que moi, je suis né et j'ai été élevé dans un institut de recherche sur la nutrition tropicale que mon père avait créé, et qui travaillait sur une chose qui était très étrange. Dans les formes de malnutrition, il y a deux grandes formes de malnutrition, une qu'on appelait le corps-à-corps, qui est une malnutrition avec des œdèmes, un gros foie et une stéatose hépatique, alors que c'est les gens qui ne mangent pas. D'accord ? Et puis le marasme, qui sont les gosses tout maigres, des pieds à la tête. Le corps-à-corps, il y a plein d'anomalies, y compris le fait qu'ils ont des cheveux rouges. C'est pour ça qu'on les appelait le corps-à-corps. Donc cette histoire de stéatose chez les dénutris, quelque chose. Puis j'ai passé la plus grande partie de ma vie sans m'intéresser vraiment aux relations avec la stéatose. Et puis, d'une manière assez intéressante, quand j'ai commencé à m'intéresser au microbiote, c'est-à-dire au début des années 2000, j'ai été frappé par le fait que celui qui a inventé le microbiote, c'est quelqu'un qui s'appelle Metchnikov. Ce Metchnikov, qui était un Russe un peu étrange, qui a le prix Nobel, mais c'est un prix Nobel mérité, lui, avait découvert que les Bulgares vivaient plus longtemps que les autres. Et c'est lui qui a introduit les yaourts en Europe de l'Ouest, en disant les Bulgares, c'est parce qu'ils mangent des yaourts qu'ils sont en pleine santé. C'est les yaourts qui renforcent leur immunité. Et il a commencé à proposer les yaourts pour améliorer la santé, ce qui a été très très utilisé par les vétérinaires pour lutter en particulier contre les épisodes. Vous savez, dès qu'on a commencé à faire de l'élevage intensif, on a eu des épidémies de diarrhée chez les animaux. Et donc on a commencé à utiliser les probiotiques. C'est lui qui a créé le nom de probiotique. C'est bon pour la santé, c'est pour la santé. Et puis on s'est rendu compte d'ailleurs que parmi les probiotiques, un des probiotiques qui marchait le mieux, c'était dû à une bactérie, et que le produit qui marchait pour faire grossir les animaux, en particulier les poules, dedans, alors que les gens l'ont analysé en pendant que c'était la vitamine B. Et en réalité, on avait découvert comme ça une nouvelle classe d'antibiotiques qui était tétracycline. C'était tétracycline qui faisait grossir les animaux. Donc les antibiotiques font grossir les animaux. Ils sont toujours, c'est un sujet de débat d'ailleurs actuel entre l'Amérique et l'Europe, c'est qu'en Europe c'est interdit depuis 1972, donc c'est considéré les antibiotiques comme des facteurs de croissance, et c'est toujours utilisé aux États-Unis, et il y a un vrai débat, vous savez, pour l'importation des viandes américaines, puisque les veaux américains sont toujours nourris avec des antibiotiques, en particulier avec de la tétracycline. C'est un des points aussi du Mercosur, je crois.
C'est un des points de débat. Sûrement, oui, parce que c'est un peu partout. C'est l'Europe qui interdit ça. Ouais. Et donc, il faut qu'ils puissent garantir qu'ils ne prennent pas d'antibiotiques. Ouais. Voilà. Donc, il faut que ce soit des animaux élevés avec un contrôle du fait qu'il n'y a pas d'antibiotiques. Parce qu'il y a des gens qui disent ça, c'est pas bon. Au sujet, moi, j'ai prouvé que chez l'homme, ça marchait aussi de faire grossir les gens avec les antibiotiques. Bon. Et il y a un type très très bon qui s'appelle Blaser aux États-Unis qui, lui, a travaillé en pédiatrie, le rôle, c'est un type qui a travaillé, là aussi, c'est par hasard. Lui, c'était le grand spécialiste de l'ulcère gastro-duodénal. Et quand on a commencé à traiter les ulcères gastro-duodénaux par des antibiotiques, puisque c'est une bactérie qui donne ça, il s'est rendu compte que la population de gens, c'était un gastro-entérologue au départ, la population des gens qui avaient été traités par ça avait grossi de manière significative après 1 mois et demi de traitement. Donc c'est comme ça que lui est venu l'idée, mais tiens, mais ça fait grossir ce truc. Et après, il s'est intéressé, il s'est posé la question si dans l'épidémie d'obésité, le fait que les enfants mangent de la viande dans laquelle il y avait des doses très faibles d'antibiotiques n'avait pas un rôle. Puis il a fait un modèle expérimental, etc., sur lequel il dit, attendez, c'est possible, faire attention à ne pas donner aux enfants de la viande d'animaux qui ont été élevés en bouffant des antibiotiques. Donc toujours, là, c'était son point à lui sur les antibiotiques. Et puis, moi, je me suis rendu compte que l'autre facteur de croissance, qui m'a valu de me disputer beaucoup avec Danone d'ailleurs, que l'autre facteur de croissance par lequel ont été remplacés les antibiotiques, c'est les probiotiques. Donc c'était le truc de Metchnikoff au départ. Donc c'était bon pour le bétail, pas seulement parce que ça empêchait les épidémies, mais en réalité, ça fait grossir les animaux jeunes. Et donc il y a toute une série de probiotiques, parmi lesquels des lactobacillus, qui sont considérés comme étant utiles pour faire grossir les animaux. Et donc moi j'ai posé la question, j'ai dit mais attendez, vous faites attention que les mêmes, on ne les utilise pas pour mettre ça dans les yaourts des humains, parce que aussi bien ça fait grossir les gosses aussi, ce qui est quand même le plus gros problème de santé publique actuel au monde, c'est l'obésité quand même, donc il faut faire attention à ça. Donc ça a mis tout un pataquès, parce que l'agroalimentaire, ils sont aussi dangereux que l'industrie pharmaceutique, vous ne faites pas d'illusions. Très bien, et donc je me suis intéressé à ça, et puis d'autre part, il s'est passé quelque chose qui n'a rien à voir, qui est très très étrange. J'avais un très bon ami avec qui on avait découvert, vous savez, le premier sujet dans lequel j'étais très impliqué, c'était un groupe de bactéries qui s'appelle les Rickettsia, des maladies, j'en ai découvert, je ne sais pas, une quinzaine dans le monde, dont une qui était en Afrique du Sud, et le type qui avait fait les prélèvements dans les tiques, était un vétérinaire qui s'occupait des animaux sauvages et des élevages au Zimbabwe. Et il est venu dans mon laboratoire, il me dit, parce que après, au bout d'un moment, il m'a connu, quand il a vu que je m'intéressais à tout ce qui était étrange, et ce que les autres ne comprenaient pas, il m'a dit, j'ai une bestiole pour toi. On est très embêtés au Zimbabwe parce qu'on a un élevage d'autruches et on a découvert qu'il y avait une bactérie qui infectait les autruches, qui devenait une bactérie géante, énorme, dans l'estomac des autruches, et les autruches finissaient par faire un bézoar, c'est une espèce de tissu qui les empêchait de digérer, elles mouraient de faim à cause de cette bactérie. Je dis, est-ce que tu veux regarder cette bactérie? Et je dis, bien sûr, je veux regarder cette bactérie. Donc il me donne cette bactérie, je regarde cette bactérie, on l'analyse, en réalité c'est un lactobacillus. À l'époque, il n'avait pas de nom, il n'était pas connu, mais depuis, il s'appelle Engluvei, c'est un lactobacillus qu'on trouve chez les oiseaux. Et il m'arrive une chose tout à fait extraordinaire. Comme je n'avais pas d'autruche, bien sûr, je prends comme modèle expérimental des poussins. Et il y en a à qui on fait bouffer le lactobacillus, d'autres à qui on ne fait pas bouffer. Et à la fin de l'expérimentation, on s'est retrouvé avec des poules, on aurait dit le dessin animé du coq, des poules, des coqs et des poules, mais de cette taille énorme. Ce qui est la raison pour laquelle j'ai commencé à travailler tellement sur les facteurs de croissance. D'accord ? Donc on a vu ça, on a publié ça. On a publié ça dans un journal qui s'appelle British Poultry. Parce qu'on ne voyait pas dans quoi le publier. Et puis, très bien, j'avais un étudiant génial avec moi qui est un grec, qui s'appelle Manolis, et qui était prêt à me suivre dans toutes mes folies. Et donc, j'ai dit, écoute, on va regarder ce que ça fait chez la souris, ce truc. Très bien, chez le canard et chez la souris. Et donc, on regarde les canards, et quand on regarde les canards, ils n'avaient pas grandi de manière aussi spectaculaire, mais ils avaient d'énormes foies. Et donc, on a même pris un brevet là-dessus. J'ai essayé de convaincre l'INRA
de contrôler les travaux, ce qu'ils n'ont pas voulu faire parce qu'ils sont imperméables, si vous voulez, en leur disant c'est peut-être mieux de faire ça que de les gaver, si vous voulez, du foie gras, parce qu'ils font naturellement des foies énormes. D'accord, le foie était 2 fois plus gros chez ces canards. On a publié ça aussi chez ces canards. Après, on a fait ça chez la souris. Chez la souris, on a vu aussi qu'elle avait des gros foies quand on leur donnait ce lactobacillus igluvéi. Puis, on était au bout de cette histoire-là, si vous voulez. Tiens, ça donne des gros foies, peut-être des foie gras. Mais cette histoire tombe un peu, si vous voulez, comme souvent. Moi, j'ai travaillé sur les choses parfois pendant 20 ans, mais je les ai abandonnées, je ne savais pas comment aller plus loin. Puis après, ça rebondit parce que quelqu'un d'autre fait un travail. Très bien. Et là... Les gens qui font un autre travail, c'est une équipe de Chinois. Il faut reconnaître que les seuls qui soient bons au monde actuellement, c'est les Chinois. Moi, mes 10 dernières années, mes seuls compétiteurs, c'était les Chinois. Il n'y a pas d'autres. Les autres sont mauvais. Les autres, ils réfléchissent sur des mécanismes physiopathologiques qui sont du pipeau, plutôt que avoir des outils entièrement nouveaux qui permettent de se rendre compte que j'avais 99% des bactéries qui étaient inconnues, 99,9% des virus. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut essayer de découvrir la partie du monde qui nous est inconnue, plutôt que de faire des théories sur les 1% qu'on connaît, ce qui n'est jamais vrai. Toujours est-il que ces Chinois avaient regardé dans une maladie qui à l'époque s'appelait la NASH, ce qu'on appelle le foie gras non alcoolique, et ils disent, écoutez... On a analysé leur microbiote, on a trouvé une bactérie qui s'appelle Klebsiella, on a analysé la bactérie qu'on trouvait chez les gens qui avaient une NASH, et cette bactérie produit de l'alcool avec du sucre. Très bien. Et ils font pour la première fois quelque chose qui est très simple, parce que dans la découverte scientifique, il ne faut pas croire que les choses sont toujours très sophistiquées. Parfois, elles sont très simples, mais comme les idées de 99% des chercheurs sont fixées parce qu'ils ne pensent pas, personne ne regarde. Et donc, eux regardent pour la première fois. Ils dosent l'alcool dans les selles des gens qui ont une NASH, et ils trouvent de l'alcool dans les selles de gens qui ne boivent pas d'alcool. Après, ils regardent est-ce que dans le sang de ces gens qui ont une NASH, on trouve de l'alcool. Et ils trouvent jusqu'à 0,5 g par litre d'alcool dans le sang des gens qui ne boivent pas d'alcool. Ce qui est très intéressant parce que, du coup, ça remet en cause tous les ayatollahs de l'alcool, qui disent à la première goutte d'alcool, ça veut dire que l'alcool endogène n'a jamais été mesuré. Et c'est extraordinaire, c'est-à-dire que tous les gens qui ont fait les conclusions sur l'alcool ont fait des conclusions sur l'alcool en appelant ça NASH. Maintenant, ils ont changé le nom de NASH, parce qu'on ne peut pas dire non-alcoolique, puisque c'est alcoolique aussi, mais c'est de l'alcool endogène au lieu d'être de l'alcool exogène. Donc ça, ça devient un point. Donc du coup, moi, ça m'excite beaucoup. Je veux dire, mais, attendez, j'ai horreur d'être le deuxième, mais là en l'occurrence, les Chinois allaient se couper sur un truc extraordinaire, un travail merveilleux, très bien. On commence par regarder, nous, ce qu'on trouve comme bactéries chez les NASH. Et donc, j'ai un ami qui est gastro-entérologue, qui est spécialisé là-dedans. Il faut savoir que la NASH, actuellement, c'est la première cause de maladie sévère aux États-Unis. D'accord ? La première raison de greffe hépatique, c'est plus alcoolique, c'est la NASH, parce que la NASH donne la stéatose, et puis la fibrose, et puis la cirrhose, et puis le cancer du foie. Maintenant, c'est devant l'alcool, d'accord ? Et devant les hépatites, c'est la première cause. C'est pas rien du tout. Et ça va, c'est pas entièrement autonome avec l'obésité. C'est-à-dire que c'est souvent aussi des obèses. Et ça tombe bien, parce que du coup, il y a des gens... Vous savez qu'un des grands trucs de l'obésité actuellement, c'est de faire des shunts digestifs. D'accord ? On fait de la chirurgie digestive pour pouvoir passer par-dessus la première partie de l'intestin grêle où s'absorbe la plupart des nutriments. Très bien. Et pendant cette opération, une équipe, là je crois que c'est une équipe américaine, là aussi des malins, prennent des gens qui sont opérés pour une obésité et qui ont une NASH. Et ils font des prises de sang chez les gens qui sont hospitalisés. Ils ne peuvent pas boire d'alcool. C'est parce que l'alcool, vous interrogez les gens, vous n'êtes pas sûr qu'ils mentent pas. Ils mentent beaucoup. Les humains mentent beaucoup. Hein. Quand on fait des études statistiques par l'interrogatoire, c'est aussi fiable que les sondages. Les gens mentent d'une manière extraordinaire. En plus, c'est stigmatisant. Il faut leur parler de rapport sexuel ou de drogue ou d'alcool. Ils mentent à 50%. Nous, vous êtes généreux. Les médecins, c'est ça. C'est pas vrai. Mais là, du coup, pour le savoir, ils font une prise de sang
des veines qui vont du tube digestif au foie. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? De l'alcool. Donc là maintenant on a la preuve qu'il se fait de l'alcool dans la première partie de l'intestin sans alcool. D'accord? Donc ça, vous l'avez, je crois, publié en 2022 dans une étude que vous avez co-signée dans Cells. Oui, alors nous, là-dessus, on a fait une étude, on a continué notre étude à nous, et on a fait quelque chose que les gens ne font pas sur le microbiote, Ouais. c'est qu'on a regardé qu'est-ce qu'il y avait dedans, parce que nous, on cultive, on fait pas que de la métagénétique, on cultive. Et quand on cultive, quand on comparait le groupe des NASH par rapport au groupe des non-NASH, on trouve 100%, 100% des NASH ont des champignons, des levures, des candidats dedans, que n'ont pas les gens qui n'ont pas de NASH. Et ça allait bien avec l'histoire des gens qui, depuis des années, disaient qu'il y avait quelque chose qui se passait avec les NASH, en particulier la femme d'un type qui est mort de ça, qui se bat depuis 20 ans, en disant qu'on l'avait accusé d'être alcoolique et qu'il n'avait jamais été alcoolique de sa vie. Et les gens avaient trouvé qu'effectivement, on voyait plus de NASH chez les gens qui avaient pris des antibiotiques. Et la raison pour laquelle ils avaient pris des antibiotiques, la raison que nous, pour laquelle nous, on pense que les antibiotiques jouent un rôle, dans ce cadre très précis, c'est que ces antibiotiques à large spectre favorisent la colonisation par les champignons. Ouais. D'accord? Donc nous, on trouve les champignons, d'accord? Et on commence à regarder, d'une part, les bactéries, comme avaient retrouvé nos collègues chinois. Donc on trouve des Escherichia coli chez les NASH et on trouve des Klebsiella chez les NASH qui produisent un peu d'alcool. Mais quand on regarde les champignons produisent 4 à 5 fois plus d'alcool. Les levures font 4 à 5 fois plus d'alcool que les bactéries. Ouais. Donc les NASH, pour nous, à 100%, les NASH, c'est les levures. Et les levures, vous n'êtes pas loin de la vérité, de là où vous êtes, parce que celui qui a dit si on met des levures dans l'alcool, dans du sucre, ça fait de l'alcool, c'est Pasteur quand même. Le premier travail de Pasteur, c'est la fermentation. C'est-à-dire, c'est pas très compliqué. Prenez du sucre, prenez une levure et vous regardez ce que ça fait de l'alcool. Ouais. Donc en fait, tout ce qu'on croyait savoir sur la stéatose hépatique se révèle faux. C'est-à-dire qu'on appelle ça effectivement une maladie du foie non alcoolique, Oui. mais en fait, c'est alcoolique. Oui. On considère souvent que la maladie du foie gras, c'est associé à l'excès de table, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est le sucre. Le sucre. J'ai pas fini en plus. Ouais. Alors, si vous êtes impatient, laissez-moi terminer. C'est parce que la suite est aussi belle que le début. Hein. Très bien, on regarde ça, et puis on sait que épidémiologiquement, c'est pour ça, moi j'ai beaucoup aimé la manière dont nous on a fait les choses, parce qu'on a toujours mélangé de l'observation avec l'épidémiologie et les outils les plus technologiquement les plus avancés. Donc on regarde sur le plan épidémiologique, quand même l'épidémie de NASH monstrueuse, c'est les États-Unis. Donc ça va bien en même temps que l'obésité. Hein. Et ce qui est très particulier avec les États-Unis par rapport à tous les autres, c'est leur consommation effrénée de sucre. Le sucre partout. Hein. Chez eux, en particulier les boissons sucrées, c'est un désastre. Et du coup, il arrive un autre truc avec Coca-Cola. Donc, on regarde et on analyse qu'est-ce qui se passe quand on met des levures avec du glucose. Et puis, pour une raison, je ne me souviens plus pourquoi, si simplement en regardant la biochimie du glucose, on voit que la transformation du glucose en alcool passe par le fructose. D'accord ? Ouais. Donc il y a une réaction enzymatique de plus, donc ça coûte plus cher de faire de l'alcool avec du glucose qu'avec du fructose. Et le fructose, ça fait partie du mensonge, comme moi quand j'étais jeune, on disait que le jaune d'œuf c'était très mauvais, maintenant on dit que c'est très bon, tout ça c'est des bêtises, c'est des conneries, c'est inventé tout ça. Hein. Et donc là, le fructose, on disait c'est bien meilleur que le glucose, très bien. Et du coup, ce qui est bien, j'adore dire que je me suis trompé, parce que c'est ma vanité à moi, c'est de dire que je me suis trompé. Et donc, du coup, je dis, mais attendez, il y a un truc qui est très spécial quand même aux États-Unis, en plus, c'est que leurs boissons sucrées sont essentiellement au fructose avec les OGM. Et je m'étais fait couillonner par le truc des OGM, je suis beaucoup regretté d'ailleurs, parce que j'ai constaté de deux points de vue. Parce que, vous savez, là aussi, l'agroalimentaire avait
embarqué 71 prix Nobel, depuis des prix Nobel de la paix, de la physique, de chimie, qui ne connaissaient rien du tout, en disant les OGM c'est très bon pour la santé, on n'a jamais démontré que ça pouvait poser un problème. Et moi j'avais même fait un article, à l'époque je faisais des chroniques dans Le Point, je dis quand même, c'est vrai que les gens qui mangent directement des OGM, on n'a pas d'évidence qu'ils aient des maladies particulières. Alors depuis je me suis rendu compte, la manière dont on faisait les OGM, c'est d'arrêter de mettre de la résistance au glyphosate, et d'inonder la planète de glyphosate, qui est un antibiotique, hein, oui. qui change complètement tous les microbiotes de tous les pays qui utilisent les OGM. C'est pas le glyphosate de votre jardin. Là, quand vous mettez du glyphosate dans une rizière pour empêcher tous les végétaux, sauf les OGM, de pousser, là, on est en train de parler de milliers de tonnes. Ouais. C'est inouï, le bouleversement écologique. Et puis, deuxièmement, je dis, mais le sucre qu'on utilise aux États-Unis pour faire Coca-Cola, les boissons sucrées, c'est du sucre qui vient des OGM de maïs, d'accord, qui surexprime le saccharose et le fructose. Donc du coup, ça fait du fructose, le fructose, ça sucre plus, ça a un goût sucré plus important. Très bien, ils produisent ça. Et donc là, j'avais un autre élève africain, un malien, génial aussi. Moi, j'ai adoré les gens qui m'ont suivi avec confiance quand je leur donnais des sujets qui étaient étranges. Ouais. Et je lui dis, écoute, tu vas regarder maintenant les champignons, tu vas regarder, on sait qu'ils produisent de l'alcool. On avait essayé, est-ce qu'ils produisent plus d'alcool avec le fructose qu'avec le glucose ? La réponse est oui. Ce qui était logique, parce que, encore une fois, c'est une réaction biochimique de moins qu'il y a à faire. Très bien, je lui dis, écoute, on va passer maintenant sur les boissons sucrées pour comprendre ce qui se passe aux États-Unis. Tu vas prendre du Coca-Cola du Mali, du Coca-Cola en France et du Coca-Cola aux États-Unis. Parce que donc ils ne sont pas produits de la même manière. Non, Coca-Cola donne un extrait. Le sucre et l'eau sont rajoutés dans le pays qui les fait. Donc au Mali, c'est du sucre de canne. En France, c'est du sucre de betterave. Et aux États-Unis, c'est du sucre de maïs OGM. Très bien. Et donc, on fait l'analyse, parce que, encore une fois, j'avais des outils d'un autre monde. Hein. On fait l'analyse des sucres. Vous regardez le sucre français, vous voyez, il y a un seul pic, c'est le glucose. Le sucre africain, il y a un seul pic, c'est le glucose. Déjà, le pic américain, il y a plusieurs sucres avec un mélange où la majorité, c'est du fructose. Et on regarde qu'est-ce qu'on produit comme alcool si on met la même quantité de Coca-Cola français, malien et américain. Et on fait 5 fois plus d'alcool avec le Coca-Cola américain qu'avec le français ou avec le malien. Je l'ai publié, ça aussi. Et donc, mais je l'ai publié, c'était limite. Heureusement, je l'avais mis online sur un système de préprint en France qui s'appelle HAL. J'avais mis là-dessus. Et j'ai été interviewé aux États-Unis par le type d'Ed Bigtree, là, qui était le directeur de campagne de Kennedy, si vous voyez, qui me pose un certain nombre de questions. Et donc, je lui dis, vous savez, votre Coca-Cola, il ne faut pas vous étonner que vous ayez une telle épidémie, parce que votre Coca-Cola, vous faites ça avec des OGM, qui font fabriquer 4 fois plus d'alcool. Je dis, c'est pas compliqué. D'ailleurs, à la fin, de toute manière, tout ça tombait sur le sens. Si on vous dit, vous savez, si on met dans un récipient de l'alcool, une levure qui produit de l'alcool, ça fait de l'alcool. Du sucre et une levure qui fait de l'alcool, ça fait de l'alcool. Si vous mettez du fructose, ça fait plus. Si vous mettez plus encore de fructose, ça fait encore plus. Tout ça est banal. Et donc, très bien. Et c'est pas tombé dans cette fin qui est la plus jolie de toutes, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Parce que Trump, quand il est arrivé au pouvoir, dans les 3 mois, a demandé à Coca-Cola de ne plus faire de Coca-Cola